Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Mais tout de suite, voici les titres. Zoom sur la campagne de l'Union africaine, faire taire les armes. Parvenir à faire triompher la paix dans un pays en guerre civile n'est pas impossible. C'est ce que pense Zahra Langui, la présidente de la plateforme Femmes Libyennes pour la paix. Libya has always been my home. It actually has never left me or left my family, even though we were in exile for quite some time. Cap sur les agripreneurs du Nigeria, des startups qui comptent bien faire reculer la crise et le chômage. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et qui sait, peut-être le monde entier. Le cacao ivoirien, une filière redynamisée mais confrontée à de nouveaux défis. Il est beaucoup plus avantageux de faire une usine qui est pas loin des sites de production et pas loin aussi des zones d'exportation comme les ports. Je vous le disais en titre, la prévention et la lutte contre l'extrémisme dans un pays en proie à la guerre civile est une urgence en Libye. À la tête de la plateforme Femmes Libyennes pour la paix, Zahra Langui participe activement au processus de paix en prônant la médiation et le dialogue. Les efforts de paix et de sécurité seraient-ils plus durables lorsque les femmes sont des partenaires à part entière dans la prévention des conflits violents ? Réponse dans cette interview de Zahra Langui que nous avons rencontrée au Caire. C'est la dernière partie de notre série Voix pour la paix, inspirée par l'initiative de l'Union africaine Faire taire les armes. Regardez. Libya has always been my home. It actually has never left me or left my family, even though we were in exile for quite some time. The Libyan Women's Platform for Peace started as a movement back in 2011, even before Gaddafi was killed. So we came together, 35 women from different walks of life, and decided that women have to be and have to have an important say in the new Libya. And we wanted to have an inclusive transition that is based on transitional or restorative justice, that is based on rule of law, respect of human rights, and also where there is gender equality. We felt from early on that women were excluded by different factions, be it tribal, so-called civil liberal, but they are all patriarchal. And they see no place for women in politics. They only instrumentalize and use women for their own agendas. So one of the biggest problems in Western media is that they tend to ignore the history and that women in Libya used to play a role and still continue to play the role, but their role needs to be highlighted. So they have been, and we've worked closely with these women and asked them, who are your role models? They did not say, our role model is a Western feminist. They've seen their grandmothers play a role in their society in reconciliation, and we need to invest on what we have in order to have the legitimacy. We need, when we talk about women's rights, about the role of women in peace, in reconciliation, it does not come as a Western intervention policy. No, in fact, it resonates with Libyan culture. I always call it a gender paradox. We see women were at the forefront of the revolution and these uprisings, yet at the same time there was
and still continues a systematic political violence against women. So there have been serious violations of women's rights in Libya during this transition by warlords, by militias, and now by mercenaries. So what we needed to do is to address the issue of militarization of armed groups, how to disarm them, how to integrate them back into the society, and definitely how to address issues of violent extremism. I think Libya needs two things. It needs a resetting of all its institutions, because at the moment we have more of a kleptocracy, institutionalized corruption, and lack of legitimacy of its state institutions. And we can only do that through elections. We need to have a peace process that is people-centered, that brings the social and economic rights of Libyan people at the center of the table of negotiations. It's in order to have a meaningful and sustainable peace process in Libya, the process needs to be inclusive, not inclusive only of Libyan stakeholders, but also of regional and international stakeholders. Attention à la nouvelle vague de la pandémie Covid-19 qui continue de circuler dans plusieurs régions du monde et notamment en Afrique. Heureusement, la collaboration entre les États du continent pour accéder aux vaccins commence à porter ses fruits. L'Union africaine a réussi à acquérir un total de 670 millions de doses et Afreximbank fournira une ligne de crédit de 2 milliards de dollars pour aider les pays africains. Ils pourront commander les vaccins au moyen d'une plateforme en ligne, un effort qui a été qualifié d'historique par l'envoyé spécial de l'Union africaine, Strive Masiyiwa. C'est une bonne nouvelle en ces temps de crise sanitaire. Les startups africaines ont réussi à lever plus de 700 millions de dollars en 2020, soit 42,7% de fonds mobilisés en plus par rapport à 2019. C'est la première fois que cette barre est franchie. Le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud se taillent la part du lion des investissements, raflant 89% des fonds investis. Justement, quand on parle de start-up, on pense souvent nouvelles technologies et apps. C'est sans doute négligé tout un pan économique très dynamique, celui des jeunes pousses de l'agrobusiness, bien décidés à allier tradition et progrès. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs nigérians qui ont monté leurs affaires dans un secteur toujours porteur en dépit des difficultés économiques du pays. Regardez. Une idée parfaite pour passer entre les mailles du filet de la crise. Voici la ferme aquacole d'Idowu, un entrepreneur de la région d'Ibadan au Nigeria. Ce botaniste de formation a commencé à s'intéresser à l'aquaculture avant d'apprendre le métier ici, à l'incubateur de l'Institut d'agriculture tropicale. Il y a 3 ans, l'Institut a apporté 50 000 $ pour lui permettre de débuter son affaire avec des associés. Pendant nos études de faisabilité, nous avons trouvé un étang laissé à l'abandon. Ça nous intéressait et nous avons décidé de le remettre en état. C'est comme ça que notre entreprise a démarré en 2014. L'élevage de poissons-chats résiste bien à la crise au Nigeria, au point qu'Idowu a bien vite eu besoin d'aide. Il emploie aujourd'hui Ridwan, un jeune homme de 21 ans dont les parents n'avaient pas les moyens de payer les études. J'étais sans emploi pendant plus de 9 mois. Je traînais à la maison et je ne faisais rien.
Maintenant que j'ai ce travail, ma vie a repris un sens. J'ai pu envoyer mon frère à l'université, je paie la scolarité de ma sœur et moi-même, j'irai au Polytechnique d'Ibadan cette année. Avec l'argent que je gagne, je me suis aussi acheté une moto pour aller à l'école. Depuis sa création en 2012, l'incubateur a pris en charge la formation et le mentorat de 500 jeunes entrepreneurs de l'agrobusiness dans plusieurs pays d'Afrique, dont 80 dans la seule région d'Ibadan. Ce dispositif est à la pointe du renouveau dans le secteur. Quand ils vous présentent leur business plan. Et ils savent absolument quand ils peuvent faire, disons, les bénéfices, ils savent comment ils peuvent faire le marketing, ils savent exploiter toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir liées dans l'agriculture. Donc ils combinent les marchés, ils combinent les aspects sociaux et ils combinent aussi l'industrie à cela. C'est ce que nous ne faisions pas avant. C'est ce que font en tout cas les partenaires, pas encore trentenaires, de Tofan Food, une micro-société de l'agrobusiness née il y a 6 mois à peine et qui compte déjà 6 employés. Production phare, des chips issus de la fleur de manioc, commercialisés sous le nom de Tidbits. Et déjà un dilemme, une demande bien plus importante que la matière première nécessaire à la fabrication des chips. Ce n'est pas évident de se procurer des matières premières, surtout la farine de manioc. C'est difficile d'en trouver au Nigeria, mais nous essayons de nous ravitailler. Nous ne pouvons pas satisfaire la demande actuelle. Nous produisons à peu près 500 dizaines de Tidbits par semaine et le marché en veut 2000. Nous avons des clients ici à Ibadan, nous avons des clients dans la région d'Ogun et dans le sud-ouest du Nigeria. La solution pour nous sera d'ouvrir une unité de production à Ogun et de consacrer notre production ici au marché d'Ibadan et ses environs. Pour ces jeunes entrepreneurs, les profits sont déjà au rendez-vous. La ferme aquacole d'Idowu a fait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des 6 premiers mois de production. Et il est déjà question de migrer vers d'autres installations. Notre projet pour l'avenir, c'est de répliquer ailleurs ce que nous avons ici. Nous devons situer notre entreprise dans un endroit idéal afin de récolter un maximum de bénéfices. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. Une ambition naissante chez ces entrepreneurs réunis à ce forum des agripreneurs organisé par la Banque africaine de développement. Ils veulent d'abord nourrir l'Afrique, mais pas seulement. Derrière l'agrobusiness nigérian se profile l'espoir de jouer un rôle grandissant sur la scène internationale à travers l'immense chantier de la transformation des matières premières agricoles africaines. Une prise de conscience qui reposera aussi beaucoup sur la formation et le mentorat de ces managers du futur. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Même si un bilan économique complet de l'impact de la Covid-19 en Afrique est prématuré, on sait déjà que la croissance du continent a fortement reculé. Le produit intérieur brut aurait perdu entre 2,1 et 4,9% en 2020. Les chiffres traduisent la baisse des recettes fiscales, des transferts de fonds des migrants, ainsi que des investissements directs étrangers. Mais il y a de l'espoir si on en croit le dernier rapport sur les dynamiques de développement de l'Afrique 2021 de l'OCDE et de l'Union africaine. La digitalisation des économies du continent pourrait ramener la croissance et bien plus, comme l'a expliqué Victor Harrison, le commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine. Écoutons-le. On estime que la digitalisation peut accélérer l'ouverture des sociétés africaines, peut booster l'entrepreneuriat productif, peut promouvoir une gouvernance transparente et peut contribuer à la diversification des économies pour les rendre plus résilientes aux chocs macroéconomiques et favoriser l'intégration régionale.
Le rapport insiste notamment sur l'accès universel aux solutions numériques adaptées au contexte local pour en faire un levier de productivité pour les PME. Rappelons que 58% de la population africaine vit aujourd'hui dans une zone couverte par les réseaux 4G. Le milliardaire chinois Jack Ma a-t-il irrité Pékin avec les ambitions de son système de paiement Alipay? Le fondateur d'Alibaba a en tout cas réapparu après 3 mois d'absence, un soulagement alors qu'Alipay doit ouvrir son centre africain à Kigali. Donateur d'équipements médicaux à l'Afrique pendant la crise sanitaire, Jack Ma avait lancé en 2017 un fonds d'investissement de 10 millions de dollars pour les startups du continent ainsi que le prix Africa Netpreneur associé au show de télévision Africa's Business Heroes. Il est aussi le promoteur de la plateforme mondiale de commerce électronique EWTP, dont le Rwanda et l'Éthiopie sont les premiers participants africains. Pour la première fois depuis les années 60, le Nigeria va réformer son secteur pétrolier qui a été frappé de plein fouet par la récente chute des cours. Le Parlement examinera à partir d'avril une nouvelle législation pour modifier la structure de la société d'État NNPC ainsi que le système de partage des revenus pétroliers et gaziers. Objectif, mieux réglementer le secteur pour le rendre plus dynamique et efficace. Nous restons dans les matières premières, mais agricoles, en nous tournant vers la Côte d'Ivoire. Le différentiel de revenus décent qui permet aux producteurs locaux ivoiriens et ghanéens de bénéficier de 400 $ sur chaque tonne de cacao vendue est toujours source de tension. Les producteurs se plaignent que la cause demeure mal respectée par les chocolatiers et s'inquiètent des stocks de fèves invendus dans certaines régions. De quoi jeter une ombre sur une filière pourtant redevenue prometteuse ces dernières années, comme l'avait constaté notre journaliste Lionel Cauchois. Regardez. Tirée par la Chine et l'Inde, la consommation de fèves de cacao augmente de 2% chaque année. Un marché juteux pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Avec 40% de fèves exportées sur les marchés internationaux, l'or brun fait vivre plus d'un Ivoirien sur 3. Après une décennie de guerre civile et des difficultés économiques, le nouveau gouvernement a engagé en 2012, dans un vaste plan, la réforme de la filière. Le changement majeur depuis 2012, c'est que nous avions assez d'organismes, notamment le FDPCC, la Bourse BCC, le FGCC, et tous ces organismes ont été dissous parce que apparemment beaucoup plus de fonds revenaient à ces institutions au lieu de revenir aux planteurs. Donc à l'arrivée du président Ouattara au pouvoir en 2012, on a dissous pour mettre sur pied un seul organe qui est le Conseil Café Cacao. L'organisation avait également fixé un prix minimum producteur garanti qui atteint pour la campagne principale 2019-2020 un prix de 825 francs CFA par kilo. Un bond en avant pour ces petits producteurs qui forment la majorité des exploitants. Pendant les troubles politiques, les prix n'étaient pas garantis et pouvaient varier très fortement. Il faut reconnaître que ce prix n'était pas respecté à l'achat. Mais là, les mesures mises en place imposent vraiment aux pisteurs de respecter le prix. Parce que là, quand vous sortez de la brousse, vous avez des bordereaux brousses. Les agents du Conseil Café Cacao, dans leur représentation régionale, départementale, vérifient. Pour maintenir une bonne réputation de son cacao sur les marchés internationaux, le gouvernement met l'accent sur la qualité, en incitant par exemple les producteurs à respecter la durée de séchage ou encore les conditions de stockage. Au total, 37 milliards de francs CFA ont été investis dans de nouvelles infrastructures et des équipements. Ce qui permettait d'évacuer le cacao, ça se faisait dans des sacs qui n'étaient pas conventionnels. Cette nouvelle équipe a ramené les anciens sacs qui laissent passer l'air, le vent, et donc la conservation est bonne. Ici, dans la coopérative de Yoyou, proche de Bonoua, au sud-est du pays, on a été sensibilisé à la production d'une fève de qualité. Pour faire la bonne qualité, pour mettre le cacao en valeur. Si c'est bonne qualité, ça paie bien. Malgré un revenu stabilisé, des difficultés subsistent. Avec une main-d'œuvre devenue chère et de nombreuses plantations vieillissantes qui consomment plus d'intrants, les coûts de production augmentent et fragilisent les exploitations. Résultat, les plantations sont souvent délaissées. Pour mettre ça en valeur, là, il y a des dépenses. Souvent, tu paies les engrais, les produits. Il y a une culture qui donne beaucoup d'argent, je vais changer. Mais l'abandon de la culture du cacao a été de courte durée. Avec la chute des cours de l'EVA,
beaucoup de jeunes qui s'étaient lancés dans la filière retournent à la fève qui leur assure des revenus bien meilleurs et plus stables. Pour dynamiser sa filière, la stratégie du gouvernement vise à transformer 50% de sa production. En charge du développement économique de l'Afrique de l'Ouest, la Banque ouest-africaine de développement participe au financement de nouveaux projets, comme ici à San Pedro, avec l'usine de Ivory Cocoa Products, de transformation de cacao en poudre de cacao. Un investissement de 4,5 milliards de francs CFA, soit 60 millions d'euros, qui a permis en 3 ans de doubler la capacité de l'usine avec 50 000 tonnes de cacao transformées par an. Un pari réussi pour le groupe industriel qui souhaitait s'implanter au cœur d'une zone de production. Il est très important de transformer les fèves qui sont produites dans un pays. Il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus avantageux. D'abord d'un point de vue emploi des jeunes et puis améliorer les conditions de vie du planteur. Il est beaucoup plus avantageux de faire une usine qui est pas loin des sites de production et pas loin aussi des zones d'exportation comme les ports. Premier exportateur mondial de fèves de cacao, le port de San Pedro est aujourd'hui la principale voie de sortie pour la boucle du cacao. Pour répondre à la demande mondiale, le gouvernement a mis en place en 2004 un grand projet pour créer le premier port ivoirien en eau profonde pouvant accueillir les bâtiments à grand tonnage financé par la Banque ouest-africaine de développement avec un prêt de 6 milliards de francs CFA, soit 9 millions d'euros. Résultat, après 5 ans, l'exploitation et le trafic de marchandises du port de San Pedro a été multiplié par 4. D'ici 2020, une nouvelle extension permettra d'augmenter encore sa capacité d'accueil avec des gros porteurs et de multiplier les capacités d'exportation du cacao par 2. L'objectif de ce projet de développement, c'est de permettre au port vraiment de jouer son rôle de pôle de développement de la région ouest de la Côte d'Ivoire d'une part, et d'être le moteur de l'intégration sous-régionale de nos différentes économies, l'économie du Mali, l'économie de la Guinée et celle également du Libéria. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire représente 40% du poids économique de l'Afrique de l'Ouest et le cacao 22% de son PIB. Des chiffres bien compris par les investisseurs étrangers. Le premier chocolatier français Semois s'est ainsi associé au Conseil Café Cacao dans un programme d'aides aux producteurs de 11 millions d'euros sur 5 ans, avec en ligne de mire la durabilité de la filière. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.